Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Malgré les appels à l'apaisement, la situation reste potentiellement explosive entre la Centrafrique et le Tchad, qui a perdu ce 30 mai 6 de ses soldats tués en territoire tchadien par les FACA, les forces armées centrafricaines épaulées par leurs alliés russes. Alors, que s'est-il réellement passé? Quels sont les jeux d'influence qui se jouent aujourd'hui entre ces deux pays et globalement dans la sous-région? Le dialogue inclusif auquel appelle l'Union africaine a-t-il quelque chance de se tenir en Centrafrique? Trois invités avec moi pour en parler. Serge Simon Bozanga, vous êtes ancien directeur général de la Socatel, Société centrafricaine des télécommunications. Vous êtes par ailleurs le porte-parole en France de la CPC, la coalition des patriotes pour le changement, regroupement de plusieurs groupes armés qui donne aujourd'hui du fil à retordre au régime centrafricain. Alors vous, votre cas s'aggrave puisque vous avez à votre rencontre, après certaines déclarations sur des antennes, sur nos antennes, puisque vous avez maintenant à votre rencontre un mandat d'arrêt international. Alors, quel est le sens de la rébellion encore aujourd'hui dans votre pays, la Centrafrique? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Roger Andialandi, vous êtes sociologue fidèle et infatigable et défenseur du pouvoir centrafricain. La chute annoncée du régime centrafricain n'a pas eu lieu. Vous tenez bon, et ce, grâce à vos alliés rwandais et russes. Alors, où en est la reconquête du territoire centrafricain? On en parle également au cours de cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Brice Nzamba, vous êtes analyste politique, avocat au barreau de Paris. Alors, en Centrafrique, il y a des enjeux politiques, géopolitiques et géostratégiques. Vous nous donnerez votre analyse sur la situation dans cette émission. Merci à vous. Merci, mon cher. D'avoir accepté notre invitation. 30 mai 2021, 6 soldats tchadiens trouvent la mort lors d'accrochage avec l'armée centrafricaine à la frontière entre le Tchad et la Centrafrique. Et les autorités tchadiennes n'ont pas hésité à parler d'agression préméditée. Extrait. Nous n'avons jamais pensé qu'une seule menace pouvait venir de la Centrafrique. Cependant, nous constatons qu'il y a une véritable menace au niveau de la frontière avec la Centrafrique. Nous nous contentons pour l'instant de sécuriser notre frontière. Il n'est pas encore question de représailles. Nous pouvons d'ores et déjà dire que nous avons envoyé suffisamment de forces pour que notre frontière soit sécurisée, et aussi envoyer un message fort à toute velléité de quelque pays que ce soit de venir encore toucher notre pays. C'était donc Abderrahmane Koulamala, le porte-parole du gouvernement tchadien. Monsieur Bozanga, on va dire, c'est pas vous que le malheur est arrivé, puisque ce sont des éléments de la CPC que les FACA poursuivaient, y compris en territoire tchadien, ce qui a donné lieu à l'incident qu'on a connu ce 30 mai. Donc, je voudrais tout d'abord rectifier un petit peu cette accusation gratuite de la part du gouvernement, parce que tout simplement, il n'y avait pas de soldats de la CPC qui aient été poursuivis ou qui se trouvaient donc dans cette zone où le gouvernement dit qu'il poursuivait, que les forces armées centrafricaines poursuivaient donc les éléments de la CPC. Non, c'est totalement faux. Le gouvernement centrafricain a l'habitude de prendre pour bouc émissaire la CPC quand elle commet des bavures et des bévues, que ce soit sur le territoire centrafricain ou autre chose. Alors, ce que vous dites est intéressant. On va circonscrire un peu le débat. Quel intérêt, dites-nous, quel intérêt auraient les FACA, les forces armées centrafricaines, à pénétrer sur le territoire tchadien et attaquer l'armée tchadienne? Expliquez-nous. L'intérêt n'est pas les forces armées centrafricaines. Ce n'est pas que je prenne leur part. L'intérêt, c'est plutôt leurs alliés qui sont avec eux. En fait, le véritable problème, c'est que plutôt le conseil spécial du président Touadéra, en l'occurrence M. Zakharov, d'accord, c'est lui, avec ses troupes, donc les mercenaires russes de la société Wagner, qui jettent un œil sur le Tchad et qui essayent de déstabiliser ce pays. Déjà, par le passé, les déclarations de l'ambassadeur russe, en l'occurrence M. Vladimir Titorenko, disaient déjà que le Tchad ne faisait rien pour sécuriser ses frontières,
et qu'il l'a laissée poreuse, et ce qui permettait aux groupes armés, aux rebelles de circuler. Alors donc c'est dans cette intention de pouvoir sécuriser plutôt, ou de plutôt faire une incursion en territoire tchadien, que les Russes ont violé ce territoire-là, hein, attaqué le poste, tué des Tchadiens sur le territoire, sur leurs soldats. Non, mais les autres ont été emmenés sur le territoire centrafricain et exécutés. Roger, Andjalandi, le pouvoir que vous soutenez veut déstabiliser le Tchad? Je crois que le porte-parole du CPC ici sur le plateau est en train de fulminer finalement. Il fait des commentaires. C'est son analyse, hein, il en a le droit, totalement voilà, le droit. Donc, moi je crois que tout ça reste, heureusement d'ailleurs, ça reste que des commentaires, mais la réalité c'est que la puissance africaine n'a aucune intention, aucune velléité donc de déstabiliser le Tchad. Ça, mais que faisaient les FACA en territoire tchadien? Non, attends. Là encore, c'est une manière qui a été donc présentée par le gouvernement tchadien. Ce n'est pas la manière où le gouvernement centrafricain présentait les choses. Donc il y a deux types de présentation qui sont contradictoires. Une enquête est donc en cours, enfin, qui va être mise en place pour essayer d'établir les responsabilités. Pour l'instant, ça me paraît assez prématuré de penser, parce qu'il y a des images aujourd'hui qui disent un peu le contraire. Le contraire de quoi? Les images d'affirmation. Dites-nous, les images disent quoi? Il y a des images qui ont été satellitaires, qui démontrent aujourd'hui que la scène du combat, en tant que telle, s'est déroulée en République centrafricaine, pas au Tchad. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut penser qu'il y a une déclaration un peu hâtive. Puisque les choses sont passées un dimanche, et puis à minuit, le ministre tchadien a fait une déclaration, alors qu'il n'avait pas tous les éléments. Hein, donc il se trouve que quelques jours après, on a plus d'éléments, mais en l'état actuel de la situation, je ne veux pas me verser dans les commentaires pour un commentaire, ça ne me paraît pas apporter grand-chose finalement. Brice Nzamba, on peut dire que la réponse politique et diplomatique du pouvoir tchadien, qui ne contredit un peu l'analyse de Roger Andjalandi, le président Faustin Archange Touadéra a dépêché une émission à N'Djamena composée du ministre de la Défense, du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires étrangères pour dire les regrets du pouvoir centrafricain. On peut dire qu'il a su jouer le jeu de l'apaisement. Oui, bien sûr. Mais en fait, ce qu'il faut dire, il faut reconnaître qu'il y a eu ce qu'on appelle, c'est un incident. Il y a eu un incident qui a eu lieu au niveau de la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad. Donc ça, c'est un fait. Puisque, d'une part, les autorités tchadiennes pointent du doigt les autorités centrafricaines. Les autorités centrafricaines n'ont pas dit qu'il ne s'est rien passé. Ils ont dit que c'était un incident malheureux. Malheureux. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est déroulé. Voilà, donc ça, c'est un fait. Voilà, maintenant, c'est vrai que tout juste après, il appartenait donc au gouvernement centrafricain de prendre des mesures d'apaisement. Parce qu'il ne fallait pas dire qu'on y est pour rien, on n'a rien fait. Il fallait envoyer donc des représentants de l'État pour aller discuter, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé et manifester la volonté d'apaisement, de dire qu'ils ne sont pas pour l'escalade. En tout cas, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit l'État centrafricain ou l'État tchadien, aucun de ces deux États n'a intérêt à ce que ça puisse dégénérer. Puisque le Tchad lui-même... Il y a 6 morts. Hein. Oui, bien sûr, mais ils n'ont pas intérêt à ce que ça dégénère davantage. Parce que le Tchad lui-même est encore en train de consolider sa stabilité après les incursions de sa rébellion. Donc, il faut consolider la sécurité à l'intérieur du territoire tchadien. Donc, le Tchad n'a pas intérêt non plus à pouvoir s'ingérer à ce qui se passe dans la Centrafrique. Et l'État centrafricain non plus n'a pas intérêt d'aller au Tchad parce qu'il doit sécuriser d'abord le territoire centrafricain. Donc je pense que les deux... totalement le cas. Voilà, ce qui n'est pas encore complètement fait. Donc que ce soit l'État centrafricain comme l'État tchadien, ils ont tous les deux intérêt à normaliser la situation, à pouvoir trouver un terrain d'entente pour sécuriser les frontières. Parce que tout le problème est au niveau de la sécurisation des frontières. Des frontières respectives. Ce que je voulais juste dire pour rebondir sur ce que Roger a dit, on aura trouvé malheureusement des morts côté tchadien, des Russes aussi, mais on n'a pas trouvé de cadavre de la CPC qui ait été poursuivi, puisque s'ils ont fui, on aurait dû déjà. Deuxièmement, le communiqué du ministre des Affaires étrangères du Tchad n'a pas été démenti par le gouvernement centrafricain. C'est vrai. Troisièmement, ensuite, pour reprendre la parole de M. Brice Nzamba, maître Brice Nzamba. Le gouvernement centrafricain a tout simplement
accepté dans son communiqué, a reconnu quelque part, même dans le communiqué conjoint. Bien sûr, et a dit malheureux. Donc, ce n'était pas du fait de la CPC. Et ensuite, même au niveau de cette frontière, le drapeau tchadien a été enlevé et emmené aussi. Vous voyez, donc c'est un acte qui a été commis. Ça, c'est des détails. Mais on revient sur ce que pour dire que ce n'est pas la CPC qui va faire ce genre de choses ou d'actions. On revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites la Centrafrique veut déstabiliser le Tchad. Abakar Sabon, vous le connaissez, porte-parole de la CPC, l'un des porte-parole de la CPC dit porte-parole militaire. Porte-parole militaire de la CPC dit précisément ceci, je le cite. Le Tchad a fermé ses frontières depuis 2013. Si le Tchad était du côté de la rébellion centrafricaine, le président Touadéra ne resterait pas au pouvoir pendant 72 heures. On est d'accord? Alors comment voulez-vous, quand vous-même vous présentez le Tchad comme étant un pays puissant, qui, en 72 heures, réussirait à chasser du pouvoir le président forcé Akan Touadéra, et en même temps, vous accusez le pouvoir de vouloir déstabiliser le Tchad. Vous pensez que le président forcé Akan Touadéra prendrait le risque de déstabiliser cette forte armée, la puissance militaire régionale qu'est le Tchad? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils se sont poussés des ailes, le Faustin Archange Touadéra. Avec maintenant les mercenaires russes, avec les forces rwandaises qui sont sur le terrain, ils se sentent capables, à même, de pouvoir maintenant attaquer d'autres régions. Donc c'est plutôt... D'ailleurs, ce n'est même plus lui qui dirige. C'est l'ambassadeur russe, M. Vladimir Titerenko, ainsi que son conseiller spécial en matière de sécurité qui dicte les choses. Ce n'est plus le président Touadéra. Donc, c'est eux qui ont plutôt une visée hégémonique sur, non pas simplement le Tchad, mais sur la sous-région. C'est une belle transition. Ça nous permet. Mais en fait, la CPC a tout intérêt à présenter la situation de cette façon. Pourquoi? Parce que ça permet à la CPC, du coup, de pouvoir s'attirer les sympathies des pays frontaliers et de dire, ben, écoutez, si vous laissez ces régimes prospérer, c'est vous qui êtes menacés à long terme. Par conséquent, soutenez-nous pour que nous puissions finir avec ces régimes, pour rétablir la concorde entre les États frontaliers. Je suis désolé, nous n'avons pas besoin de l'aide des pays extérieurs. Bien sûr, il faut être non, pas du tout. Il faut être honnête. C'est-à-dire que... Pas du tout, nous n'en avons pas besoin. Quand on était arrivé devant les portes de Bangui, je ne vous le reproche pas. Quand on est arrivé aux portes de Bangui, on n'avait aucune aide extérieure. Non, c'est ce que vous dites, monsieur. Oui, mais c'est la réalité. Mais moi, je ne vous le reproche pas. C'est de bonne guerre. C'est des bonnes guerres. Vous avez tout à fait le droit de manœuvrer de cette façon. Ce n'est pas un reproche. Hein. C'est juste une lecture de la situation. On peut aller jusqu'à imaginer que c'est un piège, que la CPC a tendu un piège au FACA en territoire tchadien. On peut aller plus loin parce que la CPC s'entend, parce qu'il faut le dire, que le vent tourne en sa défaveur, il faut le dire, sur le terrain. Donc, c'est toujours bien de pouvoir s'attirer des soutiens. Et donc, si le grand frère tchadien est touché, on peut espérer un soutien et renverser le rapport de force à l'intérieur de la République centrafricaine. Donc c'est stratégique aussi, c'est stratégique. C'est une lecture, Roger. Andjalandi, disons les choses clairement, il a évoqué l'élément qui est important dans l'analyse que nous faisons de la situation aujourd'hui entre votre pays et le Tchad, c'est la question des Russes. Moi, je ne dirais pas, je ne sais pas s'ils sont mercenaires ou pas, on sait qu'il y a des Russes en Centrafrique aujourd'hui. Alors, officiellement, la société Wagner qui a dépêché des soldats, enfin, je ne sais pas s'il faut les appeler les soldats, en tout cas des hommes en Centrafrique, leur mission officielle, c'est de former les éléments de la FACA. La formation exclusive des éléments de la... Comment se fait-il qu'ils se retrouvent aujourd'hui sur les champs de bataille aux côtés des forces armées centrafricaines? Je crois qu'il faut mettre tout ça en perspective finalement. Parce que on ne peut comprendre cette affaire-là que dans le fait que pour le régime de Bangui aujourd'hui, il y a un impératif à la fois de développement et de sécurisation de nos territoires nationaux. Ouais. À partir de ce moment-là, il était question de diversifier nos intérêts. Donc par conséquent, diversifier nos partenariats, à la fois de défense, sécurité et donc économique. Ouais. Et donc c'est dans ce cadre-là, dans cet impératif-là, que nous avons pensé que la Russie était à même de faire ce rapprochement, en fait. Voilà. On a eu un rapprochement entre ce pays-là. Donc, il faut comprendre ce rapprochement de cette manière-là. À partir de ce moment-là,
sur le principe, donc c'est totalement justifié qu'un État diversifie ses relations. Maintenant, il se trouve que tout ça s'est doublé d'un accord de défense et de sécurité et qui se décline aujourd'hui sur le terrain par un accompagnement des instructeurs russes dans le cadre des combats que nous sommes amenés à mener sur le territoire national. Je crois que si on n'a pas cette lecture-là... On va jouer le jeu de la clarté dans cette émission. Mais oui, c'est de ça qu'il faut comprendre. Ce que vous appelez les instructeurs de la société Wagner, ce n'est pas des éléments de l'armée russe. J'ai dit des instructeurs russes. Je n'ai pas parlé du nom de Wagner ici. J'ai dit qu'il y a eu, une déclinaison d'un accord de défense et sécurité, une déclinaison sur le terrain, une déclinaison opérationnelle qui donne aujourd'hui un accompagnement sur le terrain des instructeurs russes auprès donc de l'armée centrafricaine sur le terrain de la reconquête du territoire national. Et donc, y compris au-delà de ça, il y a aussi un autre accord de type bilatéral avec le Rwanda, etc. Je crois qu'il faut comprendre ça de cette manière-là, en dehors de tout lyrisme. Tout pouvoir, et le pouvoir centrafricain n'en fera pas exception à la souveraineté de ces accords internationaux, à la souveraineté, le droit de décider des accords internationaux. Mais bien entendu, dans le respect du droit international. Il y a un cadre juridique. Brice Nzamba, mais justement, ça nous amène à aborder la question des jeux d'influence qui commencent par se jouer là maintenant. Et dans la souveraineté, peut-on craindre, parce que le gouvernement tchadien a été ferme, et on sait aujourd'hui qu'à la prochaine incartade, ça va dégénérer. Y a-t-il un risque d'internationalisation du conflit centrafricain dans la sous-région? Alors, je pense que si on pense à internationalisation, l'intervention indirecte des puissances sur le plan mondial, je dirais que c'est possible. C'est possible. Vous avez remarqué, dès que le Tchad a accusé l'État centrafricain d'avoir violé son intégrité territoriale, la France a tout de suite réagi en soutenant le Tchad et en disant que nous n'accepterons pas que l'intégrité du Tchad soit violée. Voilà. Donc on voit que là, il y a un jeu d'influence. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France, depuis un certain temps, a toujours été l'acteur principal dans la formation des militaires, du personnel militaire centrafricain, logistique, etc. Mais il y a eu un accord de défense. Il y a eu un accord de défense qui avait été signé avec la France. Bon, ça date un peu, avril 2010. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, la ligne budgétaire que la France accordait à la République centrafricaine a été annulée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ligne budgétaire entre la France et la République centrafricaine. Donc, aujourd'hui, il y a un reflux de l'influence française au niveau de la Centrafrique. Et comme la nature a horreur du vide, donc la Russie est présente. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il peut être possible, la France peut penser que ça peut être intéressant de retrouver de l'influence en Centrafrique, mais via le Tchad, en passant par le Tchad, pour soutenir les forces rebelles qui sont en combat avec le régime Touadéra, pour pouvoir rééquilibrer la balance et forcer l'État, le régime Touadéra à négocier avec les rebelles, et donc en imposant, encore comme on l'a fait avant, que les ministres rentrent dans le gouvernement, et pour revenir au statu quo, c'est-à-dire à toujours une forme d'influence. Donc ça veut dire que ce qui se joue actuellement entre le Tchad et la République centrafricaine, c'est au-delà des Tchadiens et des Centrafricains. Donc il faut garder ça à l'esprit. Donc c'est pour ça que je disais d'emblée que ce n'est pas dans l'intérêt du Tchad et de la République centrafricaine d'entrer en guerre. Ce n'est pas le Tchad qui a commencé, ce n'est pas le Tchad qui a indexé, en tout cas dans l'incident. Oui, mais ça c'est l'avenir. Je pense qu'on ne fera pas économie d'une certaine forme de confrontation entre le Tchad et la République centrafricaine. Ça va arriver. Ça peut être diplomatique simplement, c'est ce qu'on espère, comme ça peut dégénérer. Parce que aussi longtemps que l'État centrafricain va croire, à tort ou à raison, que les frontières avec le Tchad ne sont pas sécurisées et qu'il y a des replis tactiques souvent de la CPC dans ces frontières, c'est dans leur intérêt de sécuriser ces frontières. Donc ça, c'est pas négociable sur le plan militaire. Donc ce qui veut dire que si cette question n'est pas tranchée, on est toujours suspendu à une forme de guerre diplomatique et peut-être même militaire. Alors on l'a vu, des moyens militaires massifs ont été déployés par le gouvernement tchadien aux frontières et le long des frontières avec la Centrafrique. Le ministre tchadien des Affaires étrangères n'a pas manqué de dire la nuance que pour l'instant nous sécurisons nos frontières. Il parle même de possibles représailles et ça vous apporte de l'eau au moulin. Encore une fois, Monsieur Bozanga,
y a-t-il quelque influence française dans l'animation de la rébellion dont vous êtes le porte-parole? Quels sont aujourd'hui vos soutiens internationaux? On dit les choses clairement dans cette émission, on met tout sur la table sans langue de bois. Vous voulez qu'il y ait quel soutien? C'est des soutiens nationaux, ce sont des Centrafricains, ce sont les groupes armés qui hier étaient partenaires du gouvernement centrafricain, qui ont signé des accords, surtout l'accord, la PPR, RCA oui. à Khartoum, enfin, consultation à Khartoum, puis signature à Bangui, oui. donc qui ont refusé de se faire manipuler, de continuer à se faire manipuler oui. par le gouvernement, et qui sont sortis de cet accord. Donc à ce moment-là, ils ont créé maintenant ce qu'on appelle la CPC. Donc il n'y a pas de soutien extérieur par rapport à quand à l'époque, attendez, je termine. Oui. Quand à l'époque, ils étaient les partenaires du gouvernement, quel soutien avaient-ils? Dites-moi, quels étaient leurs soutiens? C'est intéressant votre question. oui. vous démentez dans cette émission, il n'y a aucune espèce de soutien de la France à la rébellion, à la CPC. Mais il y a des Centrafricains qui le disent et qui le disent. C'est-à-dire, regardez la naissance de la CPC. Ouais. Ce sont des anciens groupes armés. Donc ça veut dire que 17 décembre 2020. Donc 17 décembre 2020. Jusqu'aujourd'hui, oui. la CPC n'a aucun soutien extérieur, international. Là, ce sont des Centrafricains. mérite d'être absolument clair, mais je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la question des rapports de force aujourd'hui sur le terrain. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Le président Faustin Archange Touadéra, réélu en décembre dernier, fait face à une rébellion, notamment la CPC, créée le 17 décembre 2020. Quelle est aujourd'hui, Roger Ndjalandi, quelle est aujourd'hui la proportion du territoire centrafricain que le pouvoir a reconquis? Moi, je crois que aujourd'hui, le territoire centrafricain est pratiquement, l'ensemble du territoire centrafricain est pratiquement repris. Aujourd'hui, nous avons repris l'ensemble du territoire. Et à partir de ce moment-là, moi, l'histoire de la CPC, je veux dire, c'est du passé, ça, finalement. C'est du passé. C'est du passé. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. C'est un échec. La rébellion est anéantie. Ça n'a aucun sens et on les poursuit jusqu'au Tchad. Ça n'a aucun sens. Ça n'existe plus. Je veux dire que maintenant, il peut avoir quelques militants CPC qui se seraient cachés quelque part et puis bon, qui tirent quelques fusils. Ok, très bien. Mais je veux dire que la poursuite, aujourd'hui, la CPC, elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Et ça, c'est une évidence. Je veux dire que vous avez pas l'air de penser qu'on va jouer. Non, je suis très sérieux en vous disant que la CPC est détruite complètement sur le territoire national. C'est clair, les choses sont claires aujourd'hui. On va dire la CPC n'est complètement pas détruite parce que si elle était détruite, elle ne serait pas pourchassée, elle ne serait pas indexée à bout de champ et pris comme bouc émissaire par le pouvoir en place. La CPC, eh bien, attendez, monsieur Roger Ndjalandi, c'est à moi de parler. Il se trouve que, il y a quelques mois auparavant, il y a eu donc une réunion des chefs d'État de la Commission internationale sur les Grands Lacs, oui. qui ont initié un dialogue afin de mettre les frères ennemis centrafricains autour d'une table. Oui. Lors des conclusions donc, de cette réunion, oui. de la CIRGL, oui. il avait été demandé à la CPC, parce qu'on était arrivé aux portes de Bangui le 13 janvier, souvenez-vous, quand je vous avais dit qu'on allait marcher sur Bangui. C'est de l'histoire. Oui, non, mais c'est de l'histoire qui a sa suite. Et donc, ensuite, on a demandé à la CPC de désengorger la ville de Bangui. D'abord, d'observer un cessez-le-feu unilatéral. Oui. De désengorger la ville de Bangui, de libérer le corridor Garban-Boulaye-Bangui, et ensuite de reprendre leur position initiale. Donc là, aujourd'hui, la CPC ne combat pas. Roger Ndjalandi, c'est une vue de l'esprit. La CPC s'est retirée. Elle a obéi à ce qu'on lui a demandé de faire. Bon, alors, pour permettre justement l'instauration d'un dialogue.
d'un dialogue dont on parlera tout à l'heure. Dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Donc c'est peut-être pour donner une chance à la paix, une chance au dialogue. Non, on va dire. Donc, il y a une contrainte létale qui a été initiée. Et donc aujourd'hui, la CPC a subi une contrainte. C'est vrai qu'on l'a vu. C'est vrai qu'on l'a vu. Donc c'est que c'est pas... La CPC n'existe donc c'est pas les FARC qui vont dégager la CPC. Moi, je suis un peu gêné de débattre sur des questions qui n'ont pas de sens, pour moi. C'est monsieur qui pose des questions. Vous êtes dans votre rôle, on comprend, mais il reste un acteur. On vient de citer, et on le verra dans la troisième partie de notre émission, une mission conjointe des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Union africaine qui appelle au dialogue. Ça veut dire qu'il reste des acteurs, des protagonistes de la crise centrafricaine. Prenons-les comme tels, même si ils sont aujourd'hui acculés. Et on l'a vu, à Bangassou, vous avez été délogé, on va dire. Bangassou, ville située à 750 km à peu près de Bangui, que vous aviez occupé, mais on vous y a délogé. La question aujourd'hui, c'est pourquoi continuez-vous à vous battre? Quel est le sens aujourd'hui de la rébellion en Centrafrique? Vous vous battez pourquoi aujourd'hui? Non, le sens de la rébellion, c'est qu'il faut que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une crise post-électorale. Mais avant ça, le dialogue, la demande du dialogue n'est pas d'aujourd'hui. On est d'accord. Hein? La demande du dialogue n'est pas d'aujourd'hui. Donc, le combat, les revendications de la CPC sont pour que il faut ramener la paix. Les accords de Khartoum, on ne va pas encore en reparler, étaient devenus caducs. D'accord? Mais il n'y a toujours pas de paix, pas de sécurité. Les groupes armés qui étaient les partenaires du gouvernement se sont sentis floués, manipulés, d'accord? Et sous pression. Pour qu'il y ait la paix, il faut se battre. Comment ça, pourquoi? Mais le proverbe dit, c'est la paix. Ah, d'accord. Qui veut la paix? Non, je crois mais analysons objectivement la conflictualité dans ce pays. Brice Nzamba. Quand on a en face les Russes, personne à cette table, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Centrafricains qui savent combien de Russes il y a effectivement en Centrafrique. On ne le sait pas. Quand on a les éléments les mieux formés de l'armée rwandaise, parce qu'on nous dit que ceux qui ont été dépêchés déployés en Centrafrique font partie des corps d'élite de l'armée rwandaise. Quand on a tout ça en face, est-ce que ça fait sens encore de continuer à se battre? Non, moi je pense que, bon, après, chacun, vous savez, en matière de combat ou de lutte militaire ou politico-militaire, il y a plusieurs phases. C'est-à-dire qu'on peut d'abord croire qu'on a ses chances, on a des cartes à jouer, on les joue, et puis progressivement on réalise que les chances s'amenuisent, donc on réadapte sa stratégie. Et moi je pense que pour la CPC, la seule issue militaire, c'est d'espérer que le Tchad s'en mêle. Voilà. Moi, je pense que la seule fenêtre militaire possible, c'est ça. Si le Tchad ne s'en mêle pas, la CPC, c'est fini. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, le rapport de force sur le terrain est largement en faveur des FACA et de ses auxiliaires. Voilà. La réalité du terrain, c'est celle-là. Donc, moi, je pense qu'on en parlera pour le dialogue, etc. Mais moi, je pense que l'État en fait, a le monopole de la violence légitime sur le territoire qu'il organise. Il ne peut pas y avoir dans un territoire d'autres sources de violence que celles de l'État, parce que c'est la violence légitime. Oui. Aucun État au monde ne peut accepter qu'il n'ait pas le contrôle de son territoire. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire ni rien commencer sans ces préalables. Donc moi, je pense que c'est tout à fait légitime que l'État centrafricain exige d'abord de contrôler son territoire, puisque ça date, c'est une affaire qui vient de loin, depuis les années 2000. Il y a un aspect que vous aviez évoqué, Brice Nzamba, dans la première partie de notre émission, sur lequel il faut revenir. Vous dites, d'une certaine manière, ce qui se passe en ces deux États transcende leurs intérêts, parce qu'il y a d'autres acteurs derrière qui se font la guerre. Oui, mais parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, supposons que le régime Touadéra se renforce avec ses alliés soviétiques, russe, oui. Vous ne pouvez être anachronique, oui. Bon, peut-être l'absus révélateur. Voilà, avec ses alliés russes, voilà. Mais alors, ce qui va, parce qu'il y a la loi des dominos.
on a un État centrafricain avec des États frontaliers qui ont des relations parfaites avec la France, hein, qui ont des accords de défense bien avec la France. Alors, comment cet État va-t-il se sentir en sécurité entouré de ces États frontaliers? Puisque, à tout moment, il peut être déstabilisé par des rébellions qui peuvent prendre pour base arrière des États qui leur sont favorables. Je veux dire sur le plan idéologique. Voilà. Donc, il se pose toujours un problème à long terme sur la stabilité d'un régime qui serait soutenu par les Russes. Donc, pour sécuriser tout ça, à moyen terme ou à long terme, il faut que le régime Touadéra ou celui qui s'en suivra échappe aux griffes des Russes, puisse soit revenir sous l'influence française, soit étendre l'influence russe dans la sous-région. Il y a que ces deux possibilités-là. Il y a que ces deux possibilités. Donc, ce qui se joue, c'est ça. Ce qui se joue, c'est ça. Il n'y a pas d'équilibre. Enfin, aujourd'hui, et c'est là où on tombe dans une espèce de dramaturgie politique, parce que c'est très grave. Et là, le tableau qu'on est en train de peindre là, c'est extrêmement grave. Il n'y a pas de possibilité d'équilibre aujourd'hui ou de pacification aujourd'hui au-delà de ces acteurs. Non, non. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que la paix, ce sont les forts qui font la paix, ce n'est pas les faibles. Ah, on est d'accord. C'est-à-dire que pour faire la paix, il faut tous deux avoir au moins des forces égales pour faire la paix. Voilà. C'est-à-dire que pour que les États, supposons, puisqu'on parle de l'État centrafricain et de l'État tchadien, pour qu'ils fassent la paix, il faut que les deux, mais moi je pense que pour les deux, ils n'ont pas intérêt à se déstabiliser mutuellement. Puisque, comme je l'avais dit tantôt, le Tchad lui-même a besoin de consolider. La Centrafrique, disons les choses clairement, la Centrafrique n'a pas aujourd'hui une armée pour affronter les Tchadiens. Eux, ils ont l'expérience d'abord en matière de guerre et ils ont des contingents de surplus qu'ils envoient même dans d'autres régions. Il faut voir large, cher ami, il faut voir large. C'est-à-dire que dans ces genres de situations, les États vont plutôt soutenir les rébellions internes aux pays adverses et vont venir soutenir ces rébellions-là. Donc, ce qui veut dire que les deux États vont être déstabilisés ou vont se déstabiliser mutuellement. C'est-à-dire que l'État centrafricain, par ce qui vient de se passer, vient de prouver à l'État tchadien, d'une manière ou d'une autre, que dorénavant, nous aussi, on a le pouvoir de nuisance sur vous. C'est ça. Puisque jusqu'à avec nos alliés. Voilà, avec nos alliés, bien sûr. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, si on le souhaite, de pouvoir... Si on se sent menacé... De vous menacer aussi. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que d'une certaine façon, il y a une sorte d'équilibre de la terreur entre l'État centrafricain et l'État tchadien. Puisque avant, c'était le Tchad qui faisait la pluie et le beau temps en Centrafrique. Puisque le Tchad pouvait tolérer, pouvait laisser passer l'armement, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Roger Andjalandi, avant que je ne vienne à vous très rapidement, comment comprendre cette forte propension du pouvoir centrafricain à s'émanciper aussi rapidement et aussi facilement? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que... de l'ancien partenaire français. Oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas, dans ce rationnel-là, qui consistait donc naturellement à concevoir les intérêts du pays différemment qu'avant, en tout cas à sortir de ce tentavisme qui consistait justement à ne plus penser son avenir en dehors de l'ancienne tutelle, quoi. Enfin, voilà. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas faire ces choses-là indéfiniment. Et donc, à un moment donné... Il faut s'émanciper. Oui, à un moment donné, la France, non, enfin, émanciper, non, mais je veux dire qu'il y a des intérêts. Aujourd'hui, le pays, il y a d'autres intérêts. Je veux dire qu'on n'a pas que toujours la France. Je veux dire, je ne dis pas ça pour ennuyer la France, etc. Mais je veux dire quand même qu'il y a des intérêts... Vous avez le droit de le dire. Oui, voilà. Donc, je veux dire que... Même il s'excuse en le disant. C'est pour dire qu'il y a encore... Non, mais, oui, mais bien sûr, il y a une espèce comme ça de contraintes mentales, là, vous comprenez? Il y a des gens qui aujourd'hui ont des contraintes mentales qui font que justement perdent du mal à dire ces choses-là. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, nous pensons que nous devons sortir de ce truc-là. Nous devons sortir. Parce que, qu'on le veuille ou non, est-ce qu'au-delà de l'intérêt immédiat, oui. Excusez-moi, oui. Ce n'est pas échapper au loup pour aller se jeter dans les griffes du lion. Non, mais la question... Parce que, alors, on parle de Russes, les Russes ne sont pas africains. Non, mais le problème, c'est que finalement, comment dire ça, la France, par exemple, la France a toujours conçu son intérêt parce que son intérêt est compatible avec des pays africains, notamment les anciens, etc. Bon, très bien. Oui. Aujourd'hui, si nous pensons que
nous sortons de cette compatibilité-là. Oui. Hein, et que nous avons aussi des intérêts. Parce que la question, c'est ça. Oui, bien sûr. Ça. La question n'est pas de dire de rester dans la compatibilité avec la France. Mais quand vous parlez d'intérêt, vous parlez précisément d'intérêt. Roger Andjalandi, franchement, les Russes, ils ne sont pas dans votre pays par générosité. Non, mais on est d'accord. Oui, je veux dire que... Oui, c'est vrai que... C'est dérisoire comme aspect. Non, je veux dire que bon, oui, c'est vrai qu'il y a des intérêts, je veux dire qu'il y a des rentes, hein, je veux dire qu'on peut pas venir comme ça, il y a une rente, hein, je veux dire qu'il y a une rente, oui, la Russie est là aussi pour une rente, hein, mais je veux dire que si vous pensez que c'est une rente purement économique, la Russie est 10 fois, 100 fois plus riche en termes de sous-sol par rapport aux bénéficiaires africains. Donc je veux dire qu'il y a une autre raison, certainement géopolitique, etc., mais je veux dire que c'est pas qu'un gain, il n'y a pas qu'un gain économique simplement que la Russie vient chercher dans le pays. Je propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Vous aurez bien entendu M. Bozanga, l'occasion de répondre. À tout de suite. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Alors, une mission conjointe Union africaine, Union européenne et ONU, représentée par le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, vient de séjourner en Centrafrique. Et cette mission a appelé les différents acteurs, les différents protagonistes de la situation du conflit centrafricain à un dialogue inclusif. Écoutons ce que dit le représentant de l'Union africaine. Le processus électoral est maintenant terminé. Place au dialogue inclusif. Toutes les parties, y compris le président Touadéra et le parti au pouvoir, doivent s'y impliquer. Par-dessus tout, la mise en œuvre de l'accord politique est décisive, sachant que c'est uniquement par le dialogue et non par l'option militaire que nous pouvons parvenir à une paix durable. Je le répète, je réitère et je le souligne encore, la MINUSCA est un mécanisme pour protéger les civils et ce n'est donc en aucun cas un ennemi de la Centrafrique. Monsieur Bozanga, d'abord, quels sont vos éléments de réponse par rapport aux différents points que Brice Nzamba et Roger Andjalandi ont évoqués quant à la question militaire, au partenariat militaire que nous, votre pays, avec les Russes. Et puis, vous nous direz aussi, enfin, du moins, quel est l'écho de cet appel au dialogue inclusif que reçoit chez vous, enfin, l'écho que reçoit chez vous l'appel au dialogue inclusif lancé par l'Union africaine. Alors, concernant effectivement cette coopération avec la Fédération de Russie, non, chaque État est souverain et peut nouer des relations bilatérales avec l'État qui lui semble bon. La CPC n'a rien contre la Fédération de Russie. Oui. Nous avons plutôt un problème avec les Russes de la société Wagner, qui sont des mercenaires. Ce n'est pas l'État russe. On parle d'instructeurs, mais au fond, ce ne sont pas des instructeurs. Vu les dégâts qu'ils font sur le terrain, les assassinats, les vols, les pillages, etc. Aujourd'hui, tout ce qu'on reprochait à la CPC, aujourd'hui, c'est eux qui le font. Donc, pour nous, plus tard, même si la CPC, comme par hasard, ou tout, arrive peut-être à avoir des éléments qui seront au gouvernement, on travaillera avec la Fédération de Russie. Il n'y a rien de contre. Donc, nous pouvons toujours travailler, tout comme avec la Fédération de Russie, tout comme avec la France, mais dans un partenariat gagnant-gagnant. Vous êtes prêt au dialogue, à déposer les armes et aller au dialogue? Mais bien sûr, mais c'est le vœu, c'est le souhait que nous avons toujours émis. Mais qu'est-ce qui se passe? Le président Touadéra a mis une fin de non-recevoir. D'ailleurs, même dialogue, il ne voulait pas en entendre parler. Aller même jusqu'à Luanda, envoyer son ministre des Affaires étrangères pour dire « Niet, je ne veux pas dialoguer ». Et pire encore, avec les rebelles de la CPC. Brice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Union africaine qui ne fait pas une bonne évaluation de la situation sur le terrain. Effectivement, vous venez de le dire, ce sont les forts qui font la paix. Oui, mais parce Pourquoi j'irais faire la paix avec quelqu'un que de toute façon... Il est vaincu. Je vais vaincre. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut dire que l'Union africaine est restée à une lecture de la situation centrafricaine qui n'est plus la même. C'est-à-dire que pour l'Union africaine, en Centrafrique, il y aurait encore deux forces d'égale puissance
qui se battraient. Ah oui, c'est faux, c'est fini. Et qui menacerait donc la paix, le développement, etc. Or, la réalité n'est plus celle-là. Aujourd'hui, la réalité centrafricaine sur le terrain, c'est que ce sont les FACA avec leurs alliés qui contrôlent la quasi-totalité du territoire. Puisque avant, c'était les forces rebelles. Les forces rebelles qui contrôlaient le 2/3 du territoire. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir, parce que pour aller négocier, dialoguer, il faut avoir intérêt. Il faut craindre une menace. Il faut se dire, si je ne le fais pas, je risque quelque chose de grave, en fait. Mais quand ce n'est pas le cas, parce qu'il faut quand même dire que de 2007 à 2019, il y a eu 13 accords de paix en Centrafrique. 13 accords de paix. Oui. C'est quand même, c'est beaucoup. Le dernier date de 2019. Voilà, 13 accords de paix. Et autant de dialogues. Donc, moi, je pense, sans pencher pour une partie, moi, je pense que l'État centrafricain doit restaurer son autorité sur tout le territoire et ensuite dynamiser la vie démocratique. Mais là où on peut comprendre, dynamiser la vie démocratique, la position de l'Union africaine, la guerre, ça suppose des victimes, la souffrance pour les populations civiles. Exactement. C'est ça le prix à payer. Est-ce que ce n'est pas mieux de faire économie de ça? Et que même si on est en position de force... Oui, mais ça, c'est les émotions, cher ami. Ah, c'est des émotions. Voilà, c'est-à-dire qu'en politique... Ah oui, moi, je suis dans l'humanitaire. On voit les intérêts. C'est-à-dire que pour le régime Touadéra, ils ont quasiment gagné la guerre. Il faut juste qu'ils sécurisent les frontières avec le Tchad. La priorité pour le régime Touadéra, c'est ça. C'est sécuriser les frontières avec le Tchad. Une fois que ça, c'est fait, le régime se sanctuarise. À partir de là, dans quel intérêt négocier avec la CPC ? C'est ça. Alors ce qu'il faut faire, à mon avis, il faut redynamiser plutôt la vie démocratique à l'intérieur de la République centrafricaine. C'est ça. Moi, je pense que le vrai combat, en fait, le combat de demain, ça va être ça. Mais le dialogue, pour l'instant... Je me réjouis que, finalement, en fait, qu'est-ce qu'on reprochait à la CPC? Ce sont des assassins, ce sont des terroristes, ce sont des ceci. Maintenant, attendez, maintenant qu'on baisse les armes, on refuse de se battre, on se retire, on ne veut pas toucher à la population, et vous le dites bien. On nous traite de fuyards, qu'ils ne sont plus sur le terrain, ils sont inactifs, ils sont battus, ils sont complètement... Non, mais attendez, nous, la CPC, ce n'est plus... Aujourd'hui, la CPC, ce n'est plus les groupes rebelles du passé. Aujourd'hui, la violence... Nous ne nous inscrivons plus dans la violence gratuite. Notamment, les Centrafricains ont trop souffert et on ne veut pas de ça. Arriver devant les portes de Bangui, obligé de faire marche arrière. Pourquoi? Pour éviter un bain de sang dans la capitale. Donc ça, c'est non. Maintenant, on est ouvert au dialogue. Que maintenant, l'Union africaine, la CEAC, etc., évalue mal et tout, nous, on baisse les armes, on est prêt à dialoguer. Nous voulons non, mais attendez, c'est mon tour. Ah oui, c'est votre tour. Je veux le donc voilà, si vous voulez il me reste encore 30 secondes. Allez-y. Non, c'est juste pour dire que la CPC n'a pas du tout intérêt à continuer à combattre et martyriser. C'est une bonne nouvelle. S'ouvre au dialogue, on est prêt déjà, on a reçu même des émissaires. Il faut voir plus loin, pardon, cher ami. Il faut voir plus loin. C'est-à-dire que dans le communiqué qu'on vient d'entendre là, il est précisé que la MINUSCA est une force qui est là pour aider les civils et pas pour s'occuper. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de demandes qui viennent du régime Touadéra pour provoquer le départ de la MINUSCA. Voilà. Pourquoi? Parce que le régime Touadéra veut rétablir l'autorité de l'État sur tout le territoire. Parce que le régime Touadéra estime que durant tout le temps que la MINUSCA a été là, les rebelles ont toujours prospéré, il n'y a jamais eu la paix. Donc c'est aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que le régime Touadéra n'est plus en situation de négocier ou de discuter ou de dialoguer. Avant, oui. Quand les rebelles étaient forts et qu'ils occupaient le 2/3 du territoire. Donc toute la question, c'est de faire comment amener le régime Touadéra à négocier. Donc il faut nécessairement créer encore un rapport de force. Ça peut être diplomatique, par exemple, avec les sanctions. Voilà, c'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, tout le monde parle de dialogue. Comment doit-on s'imaginer la suite maintenant? Non, la suite, c'est qu'il va y avoir un dialogue. Ça, le chef d'État était clair là-dessus. Avec les interlocuteurs choisis que vous aurez choisi vous-même. Un dialogue qui va permettre naturellement de préserver les institutions légales du pays. Il n'est pas question de dialoguer avec n'importe qui, on dialogue de façon à ce qu'on puisse garder, préserver les institutions. Donc, à partir de ce moment-là, on dialogue avec des gens qui aiment bien rentrer dans la République. Quand je dis de préserver les institutions, on est dans la République à partir de ce moment-là. Donc, on ne peut pas venir faire un dialogue comme on l'a fait avant.
comme on l'a fait avant dans le passé, puisque vous avez bien, au début de l'émission, cité qu'il y a eu plusieurs dialogues, etc. Cette fois-ci, non, il n'est pas question de ça. Il est question simplement de dire qu'aujourd'hui, puisque le maître a dit tout à l'heure, reconquête du territoire national, les rapports de force ne sont plus les mêmes, vous venez discuter, mais à ce moment-là, on discute de manière républicaine, de façon à ce qu'on puisse avancer le pays. L'objectif, la finalité de ce dialogue-là n'est plus le même, on va venir vouloir bousculer les institutions, penser qu'on va mettre le Premier ministre, etc. Cette finalité-là, la CPC pouvait l'espérer avant, mais aujourd'hui, la CPC ne peut plus espérer cette finalité. Donc, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre le dialogue. Une question qui transcende le cas centrafricain et tchadien, c'est la question des influences extérieures. On voit aujourd'hui l'influence de plus en plus grandissante que prennent les Russes en Centrafrique. Et on a bien compris à travers vos analyses et beaucoup d'autres encore que le risque d'effet domino est là. La France vient de décider par la voix de son président la suspension du fameux PMO, accord militaire, partenariat militaire opérationnel avec le Mali. Du Mali, oui. Au motif que, effectivement, les autorités n'ont pas de légitimité pour continuer ce genre de partenariat. On sait par expérience que ce genre de situation, c'est un peu comme un mari qui menace sa belle femme de divorce, quand à côté, il y a beaucoup d'autres prétendants. Et vous l'avez dit, la nature a horreur du vide. Comment doit-on s'imaginer ce genre de partenariat à l'avenir? Est-ce que les Russes vont prendre de plus en plus d'influence sur le terrain? Il faut être quand même objectif. C'est-à-dire que l'opinion publique africaine est de plus en plus hostile vis-à-vis de l'influence française en Afrique. Ça vient d'où? Il faut le dire. Mais oui, mais parce que la France a toujours eu, en tout cas en Afrique francophone, a toujours eu une grande influence dans ces pays et les populations ont toujours ressenti, à tort ou à raison, mais bon, souvent c'est à raison, que la France souvent apporte plus de soutien aux régimes qui sont des régimes d'oppression aux populations qu'aux mouvements qui sont véritablement des mouvements démocratiques ou des revendications de plus de démocratie. Et les Russes feraient mieux? Non, je ne suis pas encore à ce stade. C'est-à-dire que ça, c'est d'abord pour expliquer pourquoi il y a le désamour entre la jeunesse africaine et la France. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est que les États africains découvrent qu'il est possible d'avoir plusieurs partenaires dans la gestion d'un pays. Puisqu'avant, tout ne devait se faire qu'on privilégiait la France dans tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler avec la France, on peut travailler avec la Chine, avec la Chine, avec le Brésil, la Turquie. Voilà. C'est-à-dire que les chefs d'État courageux africains découvrent cela. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent. Je dis bien ceux qui sont courageux, ils balancent. Ils se disent que bon, là, on n'a pas, puisque les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêts. Ça, c'est ce que la plupart des États africains... Ce courage a un prix aussi. Comment? Ce courage a un prix. Oui, bien sûr, parce que comme tout courage, il faut avoir les moyens de son courage aussi. Parce que y a des chefs d'État qui peuvent penser ça, mais qui ne vont pas le faire. Mais je prends l'exemple du Gabon, qui est en train de négocier son entrée au Commonwealth. Voilà, ça aussi, ça montre qu'il y a de plus en plus d'États africains francophones qui commencent à s'émanciper un peu de l'influence du rapport privilégié qu'ils accordaient avec l'ancienne puissance coloniale. C'est pour dire que nous sommes entrés dans une période un peu d'instabilité. Pourquoi? Parce que c'était un nouvel ordre qui se cherche encore. Donc l'ancien ordre qui était basé sur une relation, je dirais, paternaliste ou filiale avec la France est en train de pouvoir se modifier. Donc on se dirige vers quelque chose de tout nouveau. Et dans ce tout nouveau, la Russie apparaît comme une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience. C'est une autre façon de faire. Quitte à refaire les mêmes expériences qu'avec la France. Oui, non, c'est pas pareil. Comment c'est pourquoi? Parce qu'avant, il y avait ces cadres mentaux qui faisaient penser aux dirigeants africains que la France était privilégiée. Aujourd'hui, les gens ceux qui expérimentent avec la Russie le font pour plus de possibilités de manœuvre. C'est ce qu'ils croient. Et ils ont la possibilité, avec cette expérience, de comprendre qu'ils peuvent aussi signer des coopérations avec d'autres États aussi. Donc si déjà l'État centrafricain peut s'émanciper de la France, on peut penser qu'ils peuvent aussi s'émanciper de la Russie, puisqu'ils l'ont déjà fait avec la France.
Oui, donc ça crée un précédent. Mais les Russes ne voudront pas que... Oui, mais comme les Français... Oui, d'accord. On a vu les Russes en Ukraine, hein. On a vu, effectivement. Non, mais la question, juste pour attirer un peu l'attention sur le fait que le risque existe avec tous les partenaires étrangers. C'est-à-dire, on ne va pas présenter ici les Russes comme étant le messie absolu dans les bras de qui il faut aller se jeter. Il faut aborder cette question-là avec lucidité, Roger Andiano. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, la démarche n'est pas une démarche totalement paternaliste. On n'est pas en train de se faire, comment on dit ça, endormi par la Russie. Nous sommes dans une dynamique de réflexion. Parce que la France, vous endormez votre pays. Pendant très longtemps, en tout cas, pas endormi forcément, mais pendant très longtemps, on a pensé qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir les choses différemment que la France, etc. Et on a pensé qu'il n'y a que la France, etc. Le monde bouge autour de nous. Donc il y a des puissances émergentes, etc. Mais il y a des puissances. Pourquoi pas rester sur le continent? Il y a l'Algérie qui a une bonne armée, vous avez le Nigeria, l'Afrique du Sud. Mais je disais qu'on était dans un rationnel de diversification de nos intérêts. À partir de ce moment-là, on a pensé que la Russie, à ce moment-là, il y a eu une rencontre entre la Russie et la République centrafricaine. On aurait pu aussi avoir ça avec l'Algérie, comme vous citez, ou le Brésil, etc. Je veux dire que c'est ça la question. La question qu'on n'a pas été chercher la Russie coûte que coûte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la question. Je vous laisse. Voilà, donc je crois qu'il faut comprendre ça de cette manière-là. Et surtout, ce n'est pas une rupture avec la France. On est dans une césure. On n'est pas en train de faire une rupture. Non, mais c'est vous qui on est dans une césure. Voilà, c'est une césure plutôt qu'une rupture. Je pense que c'est ça. Oui, comme votre troisième partie était portée sur le dialogue, donc en fait, pour la CPC, aujourd'hui, rapport de force, etc., elle a dit, elle baisse les armes. Elle a cessé le feu. Elle est prête à aller au dialogue politique inclusif. Pas un dialogue comme le gouvernement le veut, en excluant certains, ou comme le premier aussi dialogue qu'ils ont fait à Khartoum, où en fait on avait aussi expulsé les partis politiques, la société civile, et le dialogue s'était fait entre les groupes armés. Et attendez. C'est quand même curieux que ce discours-là, il est daté. Non, mais il n'est pas daté. Nous sommes en train de parler dialogue. Nous sommes en train de parler dialogue. Donc dialogue, on a dit un dialogue inclusif, même il le veut. La finalité de votre dialogue est aujourd'hui apurée, totalement apurée. La question que le dialogue, on parle de dialogue, on parle de format dialogue, c'est un format républicain. On n'est pas dans le dialogue. Non, mais c'est pas à vous d'imposer non plus le type de dialogue. C'est pas au pouvoir. Vous faites un dialogue, c'est pour l'État, c'est pour la société. Mais c'est pour la société, c'est pour la société civile, c'est pour les partis politiques dont aujourd'hui le pouvoir arrive à arrêter, à bloquer, à ne pas faire sortir du territoire, à lever les immunités toutes les interdictions sont levées à la date d'aujourd'hui. Quand même, ils y sont passés. 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 On peut se réjouir. Il y avait une enquête en cours. C'était normal. On peut se réjouir. Donc, la justice centrafricaine, c'est très important de le souligner. Ici, il y a eu un accord rendu, plusieurs arrêts d'ailleurs, rendus par la justice, qui condamne justement la confiscation des passeports, etc. Ce qui a été fait. Oui, mais d'accord. Mais au moins, vous avez aujourd'hui une justice capable de dire... On a fait la démonstration. Absolument capable de dire... Depuis la Cour constitutionnelle, c'est arbitraire, de violer les prérogatives et que confère donc l'immunité à un élu du peuple. On va dire quoi? On va croire au génie centrafricain. Ils finiront sans doute par trouver les moyens d'une pacification durable de leur pays, Brice. On peut quitter... Je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de la République centrafricaine ou du Tchad de s'auto-déstabiliser. Je pense que chaque État doit régler les contradictions qu'il y a dans son territoire et j'espère que les Centrafricains vont ensemble trouver un accord à ce qui Merci. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyste politique. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Roger Andjalandi, grand soutien du pouvoir centrafricain et du président Faustin Archange Touadéra. Merci à vous. Merci à vous. Simon Posanga, porte-parole de la CPC. La dernière fois, vous aviez déclaré dans mon émission que vous alliez marcher sur Bangui. Ça vous a valu un mandat d'arrêt international. Aujourd'hui, vous avez été mesuré. Et en tout cas, on reste espérer que entre Centrafricains, vous trouverez les solutions pour plus de dialogue, pour construire ensemble la Centrafrique de demain. Merci à vous. Je vous remercie. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicien. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été comme toujours nombreux à suivre. Et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous.